Que se passe-t-il en Asie occidentale? En gros, le conflit entre l'Iran et les États-Unis. Et ce qui s'est passé ces dernières 24 et 48 heures, ce qui est important. Et l'élément le plus important, c'est le nouveau pacte militaire entre le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite, ou entre la Turquie et l'Arabie saoudite. C'est extrêmement important. Beaucoup en parlent et minimisent l'importance de ce qui s'est passé. Moi, je pense que ce qui s'est passé est très significatif. Parce qu'après tout, on voit une forme d'entente commencer à se développer dans la région. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, jusqu'à présent, avec la guerre en Asie occidentale, les pays arrivent à un certain point, essentiellement les pays du CCG. Et le plus important, c'est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, sachant que tous ces pays du CCG sont évidemment musulmans, est au cœur de ce concept. Si l'Arabie saoudite décide de faire quelque chose, à mon avis, cela signifie que les autres pays vont suivre. Il va être question du Qatar. Il va être question des Émirats arabes unis. C'est différent d'une certaine manière. Ils essayent de s'opposer à l'Arabie saoudite dans de nombreux domaines, au Soudan, au Yémen, en Somalie. Ils cherchent à s'opposer à l'Arabie saoudite et à ses politiques. Mais au final, le monde musulman sunnite est largement influencé par l'Arabie saoudite et par les politiques menées en Arabie saoudite. Laissez-moi afficher la carte pour comprendre l'importance de ce qui s'est passé. Ici, vous voyez la carte de la région, de l'Asie occidentale sunnite, comme on l'appelle. Et ici, vous voyez le Pakistan, avec l'Arabie saoudite et la Turquie qui se rapprochent. Ces trois pays sont très importants pour la région. Beschränkt c'est le word définir. Permettez-moi de vous montrer autre chose ici. Ces trois pays se sont tous réunis, non pas à Riyad, qui est la capitale de l'Arabie saoudite. C'était quelque part ici. Qu'est-ce que cela signifie? C'était à la Mecque. La Mecque est, je dirais, la ville la plus importante pour les musulmans, parce que tous ces musulmans, au moins une fois dans leur vie, s'y rendent à la Mecque. Et c'est là toute son importance. Cela montre son importance pour tous les musulmans du monde entier. Et quand ils décident d'aller de Riyad à la Mecque, cela veut dire quelque chose. Cela concerne tous les musulmans. Et il y a une sorte de compréhension. Pourquoi? Quelle est la cible de ce pacte militaire? Est-ce le Yémen ici? Parce que le Yémen, récemment, comme vous le savez, a commencé à attaquer l'Arabie saoudite dans cette région, Jazan. La raffinerie de Jazan a été attaquée depuis le Yémen par les Houthis au Yémen et quelques 400 000 barils par jour ont d'une manière ou d'une autre disparu des exportations de l'Arabie saoudite. Donc ils ont une baisse des entrées, au moins temporairement. Ils ne pourront pas expédier ces 400 000 barils par jour. L'autre point important, c'est que les cibles étaient ici, à Jazan, et l'autre site était ici. Attendez, dans cette région, ici, près de Bahreïn. C'est tout petit là. Vous voyez ce petit point? C'est Bahreïn. Et près de Bahreïn, vous voyez que l'autre raffinerie d'Abqaiq qui a été visée se trouve là. Donc le Yémen a ciblé deux endroits. L'un est proche du Yémen et l'autre est proche de Bahreïn. Ce sont deux parties importantes du projet Aramco. Vous savez, en quelque sorte, des raffineries de pétrole, des installations pétrolières de l'Arabie saoudite. C'est extrêmement important pour les exportations de pétrole, parce que l'Arabie saoudite, pendant la guerre entre les États-Unis et l'Iran, et la fermeture du détroit d'Ormuz ici, a pu utiliser la mer Rouge pour sortir de cette situation. Et le problème était là. Ils utilisaient la mer Rouge à Bab el-Mandeb, ici plus bas, dans cette direction. Ils l'utilisaient pour exporter leur pétrole. Aujourd'hui, leur seule solution, c'est d'utiliser le canal de Suez, qui est ici. Vous voyez, ils doivent venir jusqu'ici, puis entrer dans la mer Méditerranée. Ils doivent passer par le canal de Suez. Et cela a ses propres limites. Il est très difficile de faire sortir beaucoup de barils de la mer Rouge
en passant par le canal de Suez. Voilà les difficultés auxquelles ils font face. Et si l'on ajoute les attaques ici, ainsi que les attaques à Abqaiq et à Jazan, l'ensemble montre à quel point les attaques yéménites contre l'Arabie saoudite ont eu un impact jusqu'à présent. Donc la question principale concernant ce nouveau pacte militaire était la suivante. Vont-ils s'en prendre au Yémen? Vont-ils se préparer? Le Pakistan va-t-il attaquer le Yémen ou aider l'Arabie saoudite à l'attaquer? Est-ce que cela viendra de la Turquie? Tous ensemble. D'après ce que je comprends, rien de ce genre ne se produit ou ne va se produire. Parce que la nuit dernière, il y a eu une nouvelle attaque dans cette zone, une attaque yéménite dans cette zone, et on ne voit aucune réponse de la part de ce nouveau pacte militaire. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est cette compréhension qui est en train de se dessiner? Il y a deux points importants. Le Pakistan, ici, et la Turquie, là. Ce sont tous deux des voisins de l'Iran, l'un au nord-ouest, l'autre au sud-est de l'Iran. Et ces deux pays, tout en étant voisins de l'Iran, connaissent l'importance de la région, de sa sécurité. Nous en parlions. Depuis le début de la guerre, l'Iran a commencé à attaquer. Les Iraniens ont commencé à viser toutes ses bases, de l'Irak à l'Arabie saoudite, au Qatar, à Bahreïn, puis aux Émirats arabes unis et à Oman. Même Oman a été ciblé. Toute la région s'est donc retrouvée d'une certaine manière sous les attaques iraniennes, sous les missiles et les drones iraniens. Beaucoup de gens se demandaient donc, quelle serait la prochaine étape? Je pense que l'étape suivante est en train de se produire pendant que nous parlons. Il ne s'agit pas de dire que l'Iran a déclenché cela. Il s'agit d'une partie de ce que fait l'Iran. Ce sont deux mouvements parallèles dans la région. Vous savez, quand on voit l'Arabie saoudite, après tout, après de nombreuses années à comprendre que ils pensaient que les bases américaines dans leur pays, en Arabie saoudite, ici en Irak, et dans tous ces pays, allaient les aider s'il se passait quelque chose, par exemple avec l'Iran. Et cela s'est produit. Quelle a été la réponse? Est-ce que les États-Unis les ont aidés? Cela ne s'est pas produit. Donc ils doivent trouver une sorte d'alternative. Quelle pourrait être cette alternative? Est-ce que cela va mener à une confrontation, comme c'est le cas en ce moment? Parce que l'Arabie saoudite, avant ce pacte militaire ou de défense avec le Pakistan et la Turquie, n'a tout simplement rien fait. Elle est restée très silencieuse pendant la guerre. Elle a eu une sorte de communication avec les Iraniens, leur disant en coulisses « Nous ne faisons pas partie de ça. Nous ne voulons pas en faire partie. Cette guerre ne nous sera pas bénéfique. Donc nous n'allons rien faire contre vous. » Mais d'un autre côté, nous savons que les États-Unis ont utilisé tous ces territoires, dans toute la partie occidentale de l'Iran et près du Golfe Persique. Toutes ces zones ont été utilisées lors des attaques contre l'Iran. Donc, quand ils ont commencé à attaquer le Yémen, l'Arabie saoudite, vous vous souvenez que l'Arabie saoudite a commencé à attaquer le Yémen parce qu'un avion iranien allait à Sanaa, ici. Et en gros, ces Yéménites étaient venus pour les funérailles du défunt guide suprême d'Iran. Ils étaient allés en Iran pour les funérailles. Certains étaient malades ou avaient des problèmes, et ils y étaient allés. Après y être restés 2 semaines, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 semaines, ils étaient en Iran, puis ils sont rentrés. Sur le chemin du retour, quand l'avion iranien a essayé d'atterrir ici, à l'aéroport international de Sanaa, vous voyez les avions de combat saoudiens arriver et frapper la piste de l'aéroport international de Sanaa, ici. Donc tout le conflit a commencé avec l'attaque saoudienne contre le Yémen. Puis le Yémen a commencé à attaquer l'Arabie saoudite. C'est le conflit qui... ils pensaient qu'ils ne voulaient pas perdre le siège au Yémen.
Et tout a commencé bien avant ce dont nous parlons il y a 12 ans. Pendant 12 ans, l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis et les États-Unis, a attaqué le Yémen. Ils ont leurs intermédiaires au Yémen. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite avaient leurs intermédiaires au Yémen, avec les États-Unis, la CIA, tous ces agents, je dirais le Mossad. Ils ont essayé de provoquer une sorte de division au Yémen, une sorte de guerre civile. Ça fait partie de la stratégie. Quand il s'agit du Liban, par exemple, vous avez aujourd'hui une sorte de division au Liban, de la même manière. Voilà la politique menée. Provoquer la guerre civile, diviser le pays, et ils paient une partie du pays pour attaquer l'autre partie, comme cela se passe aujourd'hui, au moment même où je vous parle. Des Yéménites se battent entre eux, les Yéménites pro-saoudiens, qui sont payés par l'Arabie saoudite. Et ils essaient de combattre les Houthis. Mais les Houthis sont tellement, ces gars-là sont tellement coriaces qu'ils ne vont pas céder. Ils n'ont pas cédé lors des attaques américaines. Tous ensemble, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis, ils ont essayé de les contraindre à une forme quelconque de capitulation, mais ils n'y sont pas parvenus. Et vous vous souvenez qu'en 2025, les États-Unis, sous l'administration Trump, de nouveau, après l'échec de la tentative de Joe Biden et de son administration, ont dit que cette fois-ci, ce serait différent. Donc en 2025, ils sont venus ici, en mer Rouge, avec des porte-avions. Ils ont essayé de contraindre les Yéménites. Ça n'a pas marché. Alors comment imaginer que les États-Unis, avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, n'ont pas pu y parvenir, malgré la puissance des États-Unis en mer? Et comment imaginer que le Pakistan et la Turquie croient, d'une manière ou d'une autre, qu'ils vont forcer les Yéménites à capituler? Ce n'était pas le plan. Le plan, c'est avant tout de savoir comment résoudre la question pour l'Arabie saoudite. La Turquie et le Pakistan se rapprochent pour instaurer une forme de dialogue dans la région. Le dialogue est en cours pendant que nous parlons. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont contraint le gouvernement ou la résistance en Irak. Ils discutent avec eux, ils discutent avec les Iraniens, parce qu'ils ne veulent pas de nouvelles attaques contre l'Arabie saoudite. Tout tournait autour de l'Irak. Il ne s'agissait pas du Yémen, parce que la question de l'Irak est arrivée plus tard. Comme vous vous en souvenez, les États-Unis, avec l'Arabie saoudite, ont attaqué l'Irak. Ils ont attaqué les FMP, les forces de mobilisation populaire, qui font partie de l'armée irakienne. Ils ont affirmé que les dernières attaques de drones avaient été menées par la résistance en Irak, ce que ces forces en Irak ont rejeté. Mais ils n'y ont pas prêté attention. Ils ont ignoré cela, et ils ont attaqué l'Irak. C'est donc le chaos qui a été créé. Et l'Arabie saoudite se retrouve, d'une certaine manière, au milieu d'un chaos qui s'étend. Ils ne peuvent pas y faire face, ils ne peuvent pas y survivre. C'est pourquoi vous voyez la Turquie et le Pakistan essayer de les aider politiquement, pas militairement, je dirais. Ce pacte militaire n'a rien à voir avec une quelconque attaque contre le Yémen. Ils ne vont pas le faire. Et même dans le cas de l'Iran, supposons qu'ils se rassemblent pour répondre à une attaque iranienne. C'est impossible. Il n'y a aucun moyen qu'un conflit militaire, quel qu'il soit, éclate entre la Turquie et l'Iran. C'est parfaitement compris à Téhéran comme à Ankara. Ces deux pays ne se font jamais la guerre. Et le Pakistan, c'est pareil. Il y a certains problèmes. L'Iran a des problèmes ici, dans cette province. Le Sistan et Baloutchistan. Ce sont des Balouches, pour la plupart infiltrés par la CIA et des agents étrangers. Et généralement, quand ils mènent une sorte de manipulation, ils viennent dans cette région, payent les gens et provoquent, vous savez, le chaos. Ils cherchent à créer le chaos à l'intérieur de l'Iran. Et c'est tout près de la frontière pakistanaise ici. Et d'une certaine manière, ces dernières années, si vous y prêtez attention, vous voyez des attaques iraniennes dans certaines zones à l'intérieur du Pakistan,
même avec des missiles et des drones. Enfin, surtout avec des drones. Parce que ces groupes, comme ils les appellent, des groupes terroristes, essayent d'influencer la sécurité de la région ici et peut-être de mener une sorte de sabotage. Saboter les voies ferrées ou bombarder certaines zones, des infrastructures civiles, ce genre de choses. Mais il y a ce conflit ici, à cette frontière entre l'Iran et le Pakistan. Mais les deux pays, encore une fois, comprennent parfaitement que le Pakistan ne les soutient pas. L'Iran ne les soutient pas. Pakistan is not supporting them, Iran is not supporting them, then they try to put pressure on these people here. Ensuite, ils essaient de faire pression sur ces populations ici pour les contrôler, pour les maintenir sous contrôle. Et l'autre point, comme nous l'avons appris pendant la guerre, c'est cette zone ici, dans le nord de l'Irak, puis l'Iran, et ensuite la Turquie. Cette zone est peuplée de Kurdes, ainsi que cette autre zone. Ce sont les principaux relais à utiliser ou les principales forces au sol à utiliser contre l'Iran. Et dans cette zone-ci, vous avez trois provinces, l'Ilam, le Kermanshah et le Kurdistan. Et au-dessus, vous voyez l'Azerbaïdjan occidental et l'Azerbaïdjan oriental. Il y a aussi des Kurdes dans cette région. Donc l'ensemble, je le redis, ici ce sont les Baloutches, près de la frontière avec le Pakistan. Le problème en ce moment, pour le gouvernement iranien, c'est que vous le voyez, depuis le début de la guerre, il n'y a pas eu d'attaque sérieuse dans cette zone, ni d'opération spéciale dans cette zone. Cela signifie qu'ils les contrôlent. Ils ne sont pas très préoccupés par cette zone. Depuis le début de la guerre, l'attention principale était concentrée ici, dans cette zone. Et l'autre point, c'était cet État ici, l'État du Khouzestan. Comme vous vous en souvenez, au cours des 2 dernières semaines, les États-Unis ont utilisé des HIMARS pour attaquer cette province. Et Ahvaz a été attaqué à plusieurs reprises. Ils ont frappé plusieurs zones de cette ville, ainsi que d'autres villes de cette province. Et la population ici, dans cette zone, est composée d'Arabes iraniens, et nous avons plusieurs ethnies dans cette région. And we have multiple ethnicities in that area. But basically, we have Iranian Arabs and Mais en gros, il y a les Arabes iraniens et les autres Iraniens. Il y a les Lors et les Bakhtiari, et vous savez les autres villes, les Behbahani, les Dezfouli. Toutes ces ethnies vivent dans cette région. Et elles ressentent toutes la même chose d'ailleurs. On les appelle « ceux qui connaissent l'Iran voient de quoi je parle ». Mais au final, le problème pour Israël, je dirais, pas pour les États-Unis, c'est que cette région, qu'ils pouvaient autrefois utiliser à des fins de manipulation, n'est plus là pour eux. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé ici, en Palestine et en Israël, ces 4 dernières années. À cause de ce que ces Arabes iraniens entendent, ils se sentent tellement liés. Ce sont des musulmans chiites. Vous savez, la majorité des Iraniens sont des musulmans chiites. Tout autour de l'Iran, la majorité est chiite, et ces gens sont très liés à la culture irakienne. Et puis, nous connaissons le lien entre l'Irak et le Koweït. Le Koweït faisait partie de l'Irak. Il n'y a pas si longtemps, le Koweït faisait partie de l'Irak, avant d'en être séparé. Et l'on voit le lien culturel entre toutes ces zones ici. Quand on voit ce qui s'est passé à Gaza, ce qui, à mon avis, est si important à comprendre, toute la région a été redéfinie par la guerre à Gaza. Cela veut dire que tous ces gens, les Arabes iraniens, les Irakiens et les musulmans chiites, sont davantage unifiés à cause de ce qui s'est passé en Palestine, parce qu'ils ont vu que les seuls pays qui soutiennent la Palestine sont le Yémen et l'Iran, ensemble. Et puis il y a le Liban, ici. Vous voyez le Liban. Laissez-moi l'afficher ici. Vous voyez 3 zones importantes. Le Liban, l'Iran et le Yémen, avec la résistance irakienne, avec l'Irak, qui soutiennent le peuple palestinien. C'est la raison principale. Cela unifie toute la région. Cela veut dire qu'il n'est plus possible de manipuler la province du Khouzestan. Elle a été manipulée pendant la guerre Iran-Irak. Il y avait ici, dans cette zone, certains Iraniens arabes qui aidaient l'armée irakienne, ou qui tentaient de trahir les Iraniens,
Ils n'étaient pas très nombreux, mais c'était important à l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ils n'ont plus ce qui se passait auparavant. Les Iraniens arabes ne font plus partie du jeu. Les Baloutches sont sous contrôle. Et les Kurdes, ici, sont en quelque sorte isolés. Ils ne vont pas être très connectés. S'il se passe quelque chose dans cette zone ici, qui couvre une grande partie de la Turquie, cela signifie que le peuple kurde se rassemble. Ils peuvent aussi utiliser ces gens ici. Quand je parle de la région, je ne parle pas de la majorité de la population. Je parle de ces groupes qui peuvent être utilisés contre le gouvernement iranien ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème pour nous, pour beaucoup d'entre nous, qui peuvent croire que la Turquie va peut-être aider l'Arabie saoudite, c'est que cela n'arrivera pas. C'est pour cela que lorsque les États-Unis ont décidé d'utiliser ces Kurdes ici pour attaquer l'Iran, pour envahir l'Iran, pour mener une sorte d'incursion, la Turquie a dit non, parce que cette immense zone ici, vous voyez les Kurdes dans cette zone. S'il se passe quelque chose ici, cela se répercute aussi sur la Turquie. Alors, la sécurité de la Turquie serait confrontée à des problèmes. Ils ne veulent aucune forme de chaos dans cette région. C'est toute la complexité de ce qui se passe. Et le Pakistan ne veut pas non plus de chaos ici. La Turquie et l'Iran ont donc des intérêts communs, malgré tous ces liens culturels, toutes ces relations anciennes entre les deux nations. Même entre l'Iran et le Pakistan, on voit des liens immenses et profonds entre le peuple pakistanais et le peuple iranien. Vous savez, il faut le rappeler, l'hymne national du Pakistan est en persan. Il n'est pas en ourdou. C'est pour cela qu'il faut comprendre à quel point ces pays sont liés, traditionnellement et culturellement. Et cela remonte très loin, à des milliers d'années. C'est pour ça que je ne vois aucun problème du côté de l'Iran. Vous voyez, hier, le ministre iranien des Affaires étrangères est intervenu pour dire « Toutes ces initiatives de la part du Pakistan, de l'Arabie saoudite et de la Turquie, nous allons les accueillir favorablement. Nous n'avons aucun problème avec cela. » La réaction de Téhéran a été totalement positive. Vous voyez bien que certaines personnes en Iran, certains membres du Parlement, pourraient réagir. Mais la position officielle, je parle de la politique officielle de Téhéran, montre qu'ils comprennent que quoi qu'il se passe dans la région, tout ce qui unit la région est extrêmement important. L'autre point, c'est ce qu'a dit hier le ministre pakistanais de la Défense. Il a dit que le problème, c'est que nous essayons de réunir tous ces pays musulmans et qu'il voit là le problème. Israël. Le problème, tout ça. Imaginez simplement ce qui se passe. Pourquoi toute cette guerre, cette notion de guerre dans cette région? Quand on remonte des années et des années en arrière et qu'on cherche à comprendre, il y avait une sorte de division entre chiites et sunnites. Je dirais que tout cela a été créé par les politiques de l'Empire britannique, parce que cette région n'était pas comme ça. L'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak, le Qatar, tous séparés. Tout cela a été défini par l'Empire britannique. Une partie de l'agenda consistait à contrôler la région. Et la région prend de l'importance, parce que nous savons qu'aujourd'hui, par le détroit d'Ormuz, au moins 20% du pétrole, du gaz, de l'hélium et bien d'autres choses transitent par ce détroit. Voilà l'importance du détroit. Donc, si vous contrôlez, au lieu de contrôler le pétrole, la région comme elle l'était auparavant, vous avez une sorte de territoire unifié. Ce serait important sur le plan de l'armée, des terres, de l'économie. Ce serait un immense pays, avec une immense économie. L'armée serait plus puissante. Ils ont divisé la région en petits pays, et on ne voit pas d'armée importante en Arabie saoudite, en Jordanie ou en Irak. L'Irak, sous Saddam Hussein, était puissant lorsqu'il recevait le soutien des États-Unis et des Européens. Vous savez, pendant 8 ans, ils ont combattu les Iraniens.
pendant 8 ans. Ils avaient donc une armée importante, soutenue par l'Occident, par la machine militaire occidentale, et ils attaquaient l'Iran. À cette époque-là, au moment des attaques, l'Iran sortait tout juste de la révolution, dans les années 1980. L'Iran se trouvait dans une situation des plus fragiles à cette époque-là. Le régime du Shah venait d'être renversé et l'on voyait la République islamique arriver au pouvoir en essayant de tout redéfinir à l'intérieur du pays. C'était très difficile d'ailleurs. Dès les premiers jours, ils ont dû se battre à nouveau dans ces régions. Elles étaient cruciales dès le début de la révolution iranienne parce que ces populations voulaient se séparer de l'Iran. Pas seulement les Kurdes. Il y avait aussi les Turcs, une combinaison de Turcs et de Kurdes. Donc après la séparation de l'Azerbaïdjan disait en quelque sorte « Nous allons nous unir, nous allons créer ici un nouvel État appelé Azerbaïdjan ». Tout tournait autour de la séparation, vous savez, de la création d'une forme de chaos. Cette partie-là revient aux Kurdes. Cette autre partie revient aux Azéris. Et là, le plan était de diviser l'Irak, d'attaquer l'Iran, parce qu'ils voulaient envahir cette partie de l'Iran, qu'est le Khuzistan. Le Khuzistan est la province la plus importante d'Iran en matière de production pétrolière. Cela signifie que plus de, je dirais, 80% du pétrole iranien provient de cette région. Donc, si l'Irak avait pu s'emparer de cette zone et en détacher la population, les Arabes iraniens revenant, vous savez, ce dont parlait le gouvernement irakien, c'était qu'ils allaient rentrer chez eux, que ce territoire ne faisait pas partie de l'Iran, qu'il allait faire partie de nous. On voit donc tout cela se produire dans les premiers temps de la Révolution, dans les années 1980. Et puis, après la guerre Iran-Irak, on voit l'Iran se redéfinir, se reconstruire, en changeant d'idéologie, en changeant de stratégie militaire. Parce qu'en Iran, vous savez, sous le Shah, avant les années 80, la puissance iranienne reposait essentiellement sur les avions de chasse et les troupes au sol, avec l'armée de l'air iranienne. L'Iran avait aussi une petite marine, elle était en quelque sorte insignifiante. Mais l'armée de l'air, qui était très liée aux États-Unis et à l'armée de l'air américaine, était très puissante. Elle contrôlait la région, toute la région. Mais, après la Révolution, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la guerre Iran-Irak, ils ont vu que ces avions de chasse n'étaient tout simplement pas capables de mener une guerre au sol. Ils peuvent aller bombarder des villes, certaines zones, mais cela ne compte pas tant que ça quand il s'agit, vous savez, des territoires et des forces terrestres si l'Irak essaie de faire quelque chose. Et c'était très difficile pour eux. Ils n'avaient pas de missiles. Ils n'avaient pas. Alors à cette époque-là, ils ont décidé de produire des missiles. Et plus tard, ils ont appris à produire, vous savez, des drones. Toute la stratégie de l'Iran, même pour la marine, c'était l'Iran n'a pas une marine aussi importante que celle des États-Unis. Les États-Unis sont gigantesques en matière de marine, mais ils ont créé ce qu'ils appellent une flotte de moustiques. En quelque sorte, ils ont ces petits bateaux, ces vedettes rapides, qui sont très capables de contrôler, parce que la stratégie iranienne a toujours été de se défendre, et non d'attaquer d'autres pays, même ici, dans le Golfe Persique. Donc ici, Bahreïn, ce petit point ici, c'est Bahreïn. Bahreïn faisait partie de l'Iran sous le Shah. Et le Shah d'Iran, finalement, ils ont décidé, vous savez, d'y renoncer. Ils ont décidé de, vous savez, laisser partir Bahreïn sans l'Iran. Ils ont dit que ce serait différent parce qu'il y avait beaucoup de pression extérieure venant des États-Unis, d'autres pays, et finalement, le gouvernement, le Shah en Iran, a décidé de laisser partir Bahreïn. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit aucune sorte de... L'Iran ne parle plus de Bahreïn. Mais si la guerre continue, cela pourrait changer toute la région, à mon avis. Le Koweït n'est pas si puissant.
Il est possible que l'Irak fasse quelque chose au Koweït ou que l'Iran vienne à Bahreïn. Ils ont mené des opérations ici, dans le nord de l'Irak, parce que cette partie du nord de l'Irak n'est pas totalement sous le contrôle du gouvernement irakien. Il y a une certaine forme de communication avec le gouvernement irakien, mais les Kurdes se gouvernent eux-mêmes, un peu comme un État aux États-Unis. Et même davantage, ici, dans cette région, le peuple kurde a plus de pouvoir. L'Iran doit donc régler directement ses problèmes avec le peuple kurde, en discutant avec lui, en communiquant avec lui, plutôt que de passer par le gouvernement irakien, parce que celui-ci n'a pas beaucoup de levier dans cette région. Ce sont les difficultés auxquelles l'Iran est confronté depuis très longtemps. Donc, pour revenir à ce qui se passe en ce moment, à mon avis, sera-t-il difficile de réunir tous ces pays? Est-ce que cela va se produire? Peut-être que dans un deuxième temps, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, tous rejoindraient ce pacte de défense. Et la question a été posée au gouvernement turc. Hier, un journaliste a demandé au ministre turc des Affaires étrangères « Et l'Iran? Quelle est votre position concernant l'Iran et ce pacte militaire que vous avez avec l'Arabie saoudite et le Pakistan ?» Il a répondu « Lorsque l'Iran aura résolu ses propres problèmes dans la région, lorsqu'il contribuera à des politiques régionales constructives et entrera dans un cadre collectif, son rôle sera nécessaire. » C'est Fidan, vous savez, le ministre turc des Affaires étrangères. Nous le disons toujours, les Iraniens ne découvrent pas ce sujet.